Quatrième édition de Métro News pour cette semaine. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. À la une de l'actualité, près de 2 mois après la soumission du rapport de l'ULCC concernant les 3 conseillers présidents aux autorités judiciaires, où en est l'instruction confiée au juge Benjamin Félismé, vous découvrirez les détails de la procédure dans le cadre de cette enquête judiciaire. Depuis plusieurs jours, les quartiers de la capitale sont la cible des attaques des bandits de la coalition de Vivre Ensemble. La PNH déplore cependant un manque de moyens, expliquant l'absence des résultats attendus. Également, au titre de ce jeudi, la capitale haïtienne est plongée dans l'obscurité depuis plusieurs jours en raison d'une panne généralisée. L'électricité d'Haïti a signalé qu'une défaillance technique majeure est survenue cette semaine à la centrale hydroélectrique de Pénou. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme je le disais, près de 2 mois après la transmission du rapport de l'ULCC aux autorités judiciaires, le juge Benjamin Félismé a été désigné pour instruire l'enquête relative à la tentative d'extorsion de 100 millions de gourdes à la BNC. Alors que les individus impliqués dans ce scandale seront convoqués pour fournir leur version des faits, où en est cette affaire? Quelle procédure sera suivie dans ce dossier? Ce soir, nous accueillons le juge Martel Jean-Claude qui nous expliquera les étapes d'une instruction judiciaire. Juge Martel Jean-Claude, bonsoir et merci en pile pour disponibilité. Bonsoir Madame Barthélémy et bonsoir à toutes les fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Presque un mois après que ULCC te soumet rapport à l'autorité judiciaire, un juge t'est désigné pour mener instruction dossier. Nous avons connaître qui procédure habituelle qui fait dans le cadre d'une instruction comme première question. D'abord, d'après le code qui régit façon pour instruction criminelle faite en Haïti, ça nous est le code d'instruction criminelle, lycéen obligation pour gagner une instruction qui est faite lorsque gagner des infractions qui t'a reproché à deux mondes et qu'infraction ça yo classé dans la catégorie crime et les facultatifs lorsque infraction ça yo classé dans la catégorie délit. En matière de corruption en Haïti, infraction relative au fait de corruption, yo capable délit, yo capable crime. Dans cas ça, il y a pratiquement une obligation pour les crimes et facultatif pour les délits pour que c'est un juge d'instruction qui lui-même conduit une enquête pour jouer plus d'éléments pour capable déterminer ce qu'il y a lieu pour un monde qui est indexé à la répondre par devant la juridiction de jugement. Évidemment, bon premier travail qui fait par l'ULCC, qui c'est organe d'enquête en la matière, et lorsque l'ULCC rassemble ensemble d'éléments qui fait le que tu as bien des soupçons d'effets de corruption, l'a adressé rapport ça à la commission de gouvernement comme autorité de poursuite, qui lui-même s'il estime fait ça, il a demandé pour avoir une investigation poussée, la prendre un document, la prendre un acte qui est l'histoire d'informer, côté que les pral demande des droits pour lui désigner un juge d'instruction qui lui-même va le bien pour lui approfondir l'enquête là, et au final qui va aboutir à une ordonnance de non-lieu ou de renvoi. De non-lieu lorsqu'il estime que fait qui était monde sorti inculpé, il y a des indices qui fait le quoi que monde yo pas rien plus avec fait ça et ordonnance de renvoi c'est lorsque l'estime après enquête il y a instruction que monde ça yo mérité puis aller répondre devant le tribunal de l'ensemble des faits qui étaient reprochés à yo. Juge Martel, on dit nous que fait ça yo capable soit un délit ou bien un crime. Premièrement dans qui cas yo ka yon l'autre et deuxièmement tout dans cas 3 membres CPT ça qui impliqués dans ce scandale là dans qui catégorie fait ça yo que yo yé. Maintenant, lorsqu'on parle de la corruption, c'est un ensemble d'infractions que nous réunissons sous la label corruption. Infraction, ça, je me dis là, qui est crime, par exemple. Si vous prenez une infraction comme détournement de biens publics, c'est un crime. Si vous prenez une infraction d'enrichissement illicite, c'est un crime lié.
Par contre, il y a des infractions ou fausses, si on prend infraction telle, fausse déclaration de patrimoine, entrave à la justice, c'est des simples délits. Délits à passible d'une peine moins grave que un crime. Maintenant, dans le cas, et précisément, pour rapport au USCC a été acheminé par le parquet pour qui a indexé ces trois conseillers en présidentiel, gagner là-dedans, c'est délit. Par exemple, ça a reproché le président de l'NCA, c'est entrave au bon fonctionnement de la justice, sous ça, les mêmes lycéens délit. Par contre, pour d'autres faits de corruption, il y a aussi des crimes, et c'est ça qui fait le nécessaire pour gagner une instruction qui menée pour capable rassembler plus d'informations. Et parmi tout, le juge d'instruction a bien plus de pouvoir de contrainte, de coercition que le n'est pas gagné. Ça permet que lui aller au fond des choses pour lui déterminer ce qu'il y a lieu pour Monsayo, pour lui voir juger, ou est-ce qu'il n'y a pas lieu, ou il n'y a pas à répondre des faits ça par devant un tribunal. Est-ce que juste ça, justement, est-ce bon délai que les gagnent pour mener instruction ça? Oui, c'est un délai de 3 mois, de 2 mois pour lui conduire l'investigation. Et là, bien pour communiquer le dossier au parquet. Et lorsque le dossier est retourné de parquet qui parle, il y a un avis que nous avons techniquement un réquisitoire définitif. Et il va le pour moi pour les capables de rendre ordonnance. Maintenant, c'est des délais qui sont inscrits dans code instruction criminelle là, mais délai ça est largement dépassé. Il ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui, puisque à l'époque, pas de autant de criminalité et pas de autant d'infractions, puisque le juge n'a pas bien en pile dossier dans le mail. Ça qui rend impossible, il est capable de clôturer l'information pendant un délai de 3 mois. Mais de nos jours, le volume de dossiers que le juge a traité, les pratiquement difficiles ou délai ça est respecté, mais toujours est-il, c'est ce délai qui est prévu par la loi. Dernière question, juge Martel. Jean-Claude nous connaît que c'est 3 conseils présidentiels qui indexés justement par rapport ça. Le conseil présidentiel qui fait office de président. Est-ce que dans la Constitution, il n'est pas protégé par une certaine immunité, on va dire? Non, mais c'est une question malheureusement pas capable de répondre directement, puisque comme juge, je suis soumis à l'obligation de réserve. Mais comme juriste, ça que moi, je dis que le président de la République là, il n'est pas justiciable et ordinaire. C'est pour ça que la Constitution il y a des protections qu'elle a gagnées. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est si le débat, chaque personne est capable de gagner, ils ont une opinion différente. Est-ce qu'au cas assimilé les prérogatives présidentielles là et privilèges que le président gagne, est-ce qu'on est capable d'assimiler là tous les 9 conseillers? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Et même si vous avez des réponses tantôt, je ne suis pas capable de bailler puisque je suis soumis à l'obligation de réserve, je ne vais pas gagner pour me commenter. Il y a un dossier qui est dans le cours de la justice. Au cas où on compte que mon cap coûte nous là, que mon cap garde nous, pour mieux nous limiter à tracer comment ça fait de manière concrète lorsqu'on dossier sorti dans l'UFCC pour les passer dans le parquet, pour les venir dans le cabinet d'instruction et le juge aussi qui est ensemble de comment il travaille pour y arriver à rendre ordonnance. Merci infiniment de votre disponibilité. Je vous en prie. Voilà donc les précisions du juge Martel Jean-Claude. Il était l'un des invités de Maître Dos ce soir pour nous apporter la lumière nécessaire sur le dossier de corruption impliquant les 3 membres du CPT. Merci de votre fidélité à Métropole. L'État haïtien a une longue tradition de formation de corps paramilitaires pour contrôler la population, rappelle l'historien Michel Soukar, qui considère que la situation actuelle est liée au pourrissement de la situation depuis le début des années 2000, parlant d'un État terroriste soutenu par une mafia internationale. Il a dénoncé l'absence de préoccupation de l'élite haïtienne pour son peuple. L'historien était l'invité ce jeudi à la rubrique Le Point. Écoutons Michel Soukar. Je vis devant la réalité, c'est qu'au grand peuple, au grand pays qui a un problème, et puis nous nous rendons compte que si nous avons résolu le problème peuple, pouvoir n'est pas pour nous encore. C'est comme ça que devenu réfléchir. Donc seul gens pour nous contenir, ça, c'est la répression. Et c'est depuis là ça, il est entré dans fait une série de corps paramilitaires. On finit les Anglais avec Soulouk,
Et puis chaque président, non seulement de chercher à contrôler l'armée, et puis de chercher à mettre des armes dans les mêmes partisans. Ça a toujours été un réflexe. Et puis, habitude ça, il vient acquise, il vient développer davantage. Quand on est alors arrivé dans les années 50-60, Duvalier vient créer la milice, le VS7, ça vulgairement peuple avec les macoutes là. Militaire, les Duvalier parlent encore, il vient créer attaché. La Valace vient créer chimère, gang, et puis le pouille. C'est là. C'est parce que ça aurait l'élite politique, ça aurait à certain pouvoir, pas jamais gagné une réflexion pour dire qui je nous parle produire richesse, qui je nous parle organiser nous pour nous capables de satisfaire besoins peuple ça en créant une autre société. Donc voilà le problème. Donc puisque leur prend pouvoir, ils prennent bouillon, tant qu'on gâteau puis on partage, et que peuple ça lui-même ou dit que c'est pouvoir ou te vient pour pouvoir parce qu'on a une solution, il est mécontent. Mais pour peuple ça pas jeter, pour pas organiser ça, c'est mater, c'est pour théoriser. Et puis c'est qu'on se fait à mesure où l'État terroriste. L'utiliser des corps qui liés à l'État, soit de manière officielle, Duvalier était habillé Macoute Lyon, soit de manière officieuse. Soit l'État a créé Macoute, ou bien soit l'État a créé gang. Bon, naturellement, au venir qu'on y a là, au mafia international tout, à la fois politique, qui est dans la drogue, etc., il fait combat pour ça. Mais on parlait de l'État terroriste. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, un État terroriste, c'est qui ça? Son État qui lui-même, il n'est pas là pour résoudre le problème comme peuple. Il est là pour servir de jouissance à monde qui prend le pouvoir d'État. Alors qu'il était pour mettre au résoudre le problème. Dès qu'on n'a pas le mécontent, là, mettez pour le caser d'ailleurs. Soit que le cible la terreur pas encore organisé officiel, qui est habillé, que de l'armée, que de la milice, ou bien qu'on est à l'aile, pas qu'à faire comme ça, eh bien, les créer des corps paramilitaires. Des groupes armés, j'ai là. oui. Toujours concernant la crise qui sévit dans le pays, les bandits de la coalition Vivre Ensemble continuent de s'emparer de plusieurs quartiers à Solino, tandis que les forces de l'ordre tentent de reprendre le contrôle de la situation. Selon le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis Jeune exprime son regret quant au manque de moyens de l'institution, ce qui limite sa présence sur le terrain dans un contexte où les bandits tentent d'étendre leur zone d'influence. Cependant, il continue d'appeler au soutien de la population pour rétablir la sécurité dans les quartiers. Depuis quelques heures, nous avons des cris population dans Solino qui t'a demandé backup. Donc rapidement, et commandement de la police, là, le directeur général là, a passé instruction et que différentes unités et avec des éléments de la MSS et des contingents des forces armées d'Haïti, donc tu es arrivé sur place pour te prendre la situation en main. Et différentes interventions ont été faites et que l'unité spécialisée est arrivée prendre contrôle et situation. Et le moins que nous sommes capables de dire, situation était gain avant et côté un pile monde, tu peux quitter Caillou, qui aller dans des destinations que vous pas même connaît et côté monde pas de dormir et la Caillou à un point côté bandit t'a simé la terreur dans zone là et ce n'est plus la même situation. Force de l'ordre yo gain contrôle et situation yo, il a collaboré avec population avec monde qui a visé dans zone là, résident dans zone là et qui pour permettre que la situation lui retourne dans calme. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que les forces de l'ordre sont toujours sur place et il y a travail, il y a multiplié interventions et pour permettre que le calme soit capable de retourner dans la zone. À propos des policiers que vous avez dit, effectivement, nous apprenons qu'il y a une situation qui arrive et dans Solino et nous pouvons avoir tout détail pour nous connaître effectivement est-ce qu'il s'agit d'un policier ou bien d'un autre monde, mais nous pouvons avoir tout détail. Beaucoup de de quoi il s'agit exactement, mais le moins que nous sommes capables de dire, c'est pas tout le monde qui était en uniforme de police,
et que qui pas fait partie de policiers qui sont sous terrain et qui tapent bataille là, qui pas fait partie d'aucune unité spécialisée, c'est le moins que ça nous a dit. Et pour l'instant, en attendant que nous ayons tout détail pour nous connaître de quoi il s'agit exactement. Bon, écoutez, si c'est pour quelle que soit la disposition de sécurité que vous prenez, et ceci, ça arrive dans tous les pays du monde, quelle que soit la force de police au monde là, et ensemble de dispositions qu'on prend, qu'elles soient préventives ou répressives, ça ne veut pas dire que diminuer les risques à zéro, ça veut dire que les risques disparaissent à 100%, donc le risque est capable toujours là, mais ça qui est rassurant, c'est que la présence force de l'audio là, et il a intensifié l'intervention, il a traqué bandits, et il y a travail de concert avec la population. Donc la situation d'hier là, ce n'est pas la situation d'aujourd'hui. Eh bien, nous sommes dans la bonne direction. Voilà que nous continuons dans la direction ça. Autre point de l'actualité, la capitale haïtienne est plongée dans le noir depuis plusieurs jours en raison d'un blackout généralisé. L'électricité d'Haïti a annoncé qu'une panne technique majeure à la centrale hydroélectrique de Péligre, survenue il y a 2 jours, est à l'origine de cette coupure de courant affectant la zone métropolitaine et ses environs. Les équipes techniques sont actuellement mobilisées pour identifier la cause du problème et y remédier. L'EDH appelle la population à faire preuve de patience et de compréhension dans l'attente du rétablissement du service. Pour en parler, nous avons l'honneur de recueillir sur le plateau de Métro News ce soir Félix Pierre Michel, vice-président de la FESTRED, qui est la Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'EDH. Monsieur Pierre Michel, bonsoir, merci infiniment pour disponibilité. Et bonsoir Madame Rose Berlin, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et radio télémétropole, et ensuite fanatiques Nati, précisément Métro News. Et c'est un plaisir, encore une fois, pour moi là ensemble avant. En fait, pour nous, connaître qui s'est passé, comment, question EDH là, comment blackout là. Justement, c'est ça la première question, et c'est ça tout téléspectateurs ont besoin qu'on ait. Depuis environ 48 heures, région métropolitaine est plongée dans le noir. Qui s'est passé? Bon, comme il déjà dit, et que non note et que l'indiction EDH là est mettée dehors jeudi, et en fait, qui s'est balayé, qui s'est question et depuis avant-hier, et aux environs de 17 heures, et que nous enregistrons un déclenchement général. Et les déclenchement général, ça veut dire que son défaut et que les groupes, pendant centrale la paye et produit, et depuis qu'il y a un défaut sur ligne là, et que automatiquement, un défaut ça, et que il persiste, et il est arrivé que quand même, un déclenchement provoqué un déclenchement général. Dès lors, on connaît les temps fini très tard, et on a assuré vers 17h comme nous disons, et que les responsables de HO, à travers les techniciens, étaient déjà à pied d'œuvre, à chercher, et connaît en fait qui s'abat là, et toute journée hier là, et on a dit journée hier là passé, et tu as cherché dans un premier temps rejoindre au niveau disjoncteur de ligne que nous gagnons du côté de Centrale Péligre, et que disjoncteur ça a eu un problème commande que les pas de cas et fait à distance, et que les techniciens nous fait des interventions sur des disjoncteurs ça, ils sont arrivés et on a dit résoudre le problème non, mais il toujours disait-il que les aller et continuer dans capable dire faire et des recherches que vous fait de et on a dit alimenter de Centrale Péligre jusqu'à Port-au-Prince, alimenter le réseau au niveau par haute tension et mettre tension sur lui et que lui déclencher. Et c'est comme ça, et tout on a dit journée hier là passé, égal venir soit bon, il venait plus tard, on connaît la situation comment lui présenter et je dis encore, il vient plus fréquent par rapport, il vient essayer de regarder et qui ça gagne toujours cette question, il vient que sur une ligne, il y a 2 lignes qui sortent du côté des pays, ligne 1, ligne 2, sur ligne 1, il persiste à chaque fois fermé, il y a une charge. Ça veut dire que il y a un système SCADA qui gagne sous et dans cette centrale là qui va permettre les qu'il y a un problème comme ça qui posé sur ligne là, depuis c'est un franc court-circuit, il est rapidement capable repérer côté problème là. Si c'est l'homme dont on parle de franc court-circuit, c'est fil là cassé ou bien cassé et l'homme dit au niveau de tension, il est capable de subir un gros dommage. Laisse rapide, SCADA système là où il tout repérer dans qui zone de sortie entre Péligre jusqu'à Port-au-Prince. Mais comme étant donné ça a révélé que c'est un
nous on défaut m'taka dit qui m'ti en flottant qui SCADA pas gain moyen pour ouais effectivement qui côté lié. Donc si nous comprenons bien monsieur Pierre Michel, son problème qui est purement technique, ça va gagner à ouais ensemble avec violence gang yo. Bon, jusqu'à preuve du contraire, nous-mêmes au niveau EDH, nous-mêmes au niveau syndicat, nous constatons, nous sommes capables de dire que c'est un problème qui est purement technique. Mais moyennant, il y a cherché est-ce que leur arrivée joindre sous ligne et ou capable à chercher leur ici une panne dans côté jeune est-ce qu'ils sont branchés bien si c'est des fils qui raccordés sur l'autre fil les ça capable pas commencer à aller en profondeur pour est-ce qu'ils ont l'autre action quelconque mais pour le présent moment ça qui va être là le plus technique n'a pas étudier en profondeur et technicien tout à travailler d'arrache-pied pendant ma parole en ce moment-là à n'importe quel moment de la durée nous capables parce qu'il y a toujours une chargée de manœuvre nous du côté des centrales péliques qui est toujours en exercice, qui peut mettre à n'importe quel moment et qui est capable d'alimenter le réseau pour le président. On dit que les techniciens ont travaillé d'arrache-pied, donc c'est sûr que dans combien de temps, par exemple, on peut espérer que l'électricité a protonné dans une semaine, dans 3 jours, dans 2 jours? Non, pas quoi ça du tout. Non, une semaine, dans 2-3 jours. Bon, et rapidement, nous ne connaissons pas que si je dis, parce que le problème qui est gagné, nous faisons de mieux de nous-mêmes au niveau technicien et du côté de centrale pélique pour en fait pour problème dans temps résoudre déjà. Mais moyennant comme il vient persister, ça vient faire que c'est ça. Mais pendant ma parole là, comme on dit, toujours nous à pied d'œuvre et techniciens à travail pendant ma parole ensemble là, pas quelqu'un qui dit que me recevoir un message sur téléphone déjà qui dit nous rétablir. Donc c'est un problème qui est trop grave parce ça. Du tout pas, il n'y a pas un problème qui est trop grave. Pour quelle raison? C'est parce que si ce n'est pas un problème au niveau tubinio démarré, il y a une possibilité pour reproduire, avec dit que l'en exploité, c'est quand il s'agit pour arriver Port-au-Prince, et puis nous avons des déclenchements. Maintenant, moyennant capable c'est sur ligne, comme nous déjà identifié un problème sur ligne 1, moyennant qu'on y a là, nous allons toujours continuer à chercher des demain si Dieu veut, parce que moi, on connaît que par rapport à sortie centrale Péligue, et fait tout parcours pour arriver à Port-au-Prince, qu'on est venu dire et gagner en pile zone, c'est 2 zones de non-droit qui ont eu, gagner des nègres qui dans zone ça, techniciens il faut que avec des nacelles, des matériels, d'équipement qui peuvent mettre capable aller sous pylône ça pour identifier côté et panza pour capable faire réparation. Ça veut dire comme étant donné l'autre ligne et des lignes nous il y a travail son possibilité pour capable alimenter sur l'autre ligne voilà, c'est là qu'ils sont pour le présent moment. Monsieur Félix Pierre Michel, merci infiniment. Bon, avant de finir, madame, moi, je pense que c'est un plaisir, moi, content d'être ensemble avec nous. Mais moi, je pense que, et c'est ça, je veux dire, il faut qu'on dise que nous avons tout utilisé, l'opportunité que Métropole Banon là. Moi, je pense que, comme un méga projet, nous toujours pour nous au niveau syndical, que l'État haïtien est supposé en avance ensemble avec elle, c'est que méga projet, ça, c'est une logique comme réseau national. Tel que le réseau national là, il a sorti en passant sorti Port-au-Prince, Cap Haïtien en passant par tout Grand Nord là, même Grand Sud tout, les Sakounia, si Port-au-Prince t'as pas capable de un problème au niveau central pays, les centres capable utiliser soit en central dans Grand Nord, relève en Grand Sud ou bien Grand Nord. Voyez c'est travail ça au lieu que je dis il y a des batailles nous avons fait au niveau CPTA et la primature, même c'est les moments clairs, cette sécurité de besoin et puis service au niveau population on avancé, c'est les moments pour ces gens débat ça pour permettre pour population à l'on souffle. C'est que nous avons l'autre occasion justement pour nous parler de projet ça. Merci encore une fois pour ce côté sur le plateau, ça avec nous. Merci Madame Berline. Voilà donc les précisions de Félix Pierre Michel, vice-président de la FESTRED, qui est la Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'EDH. Il est avec nous pour nous apporter toutes les précisions nécessaires concernant la région métropolitaine qui est plongée dans le noir depuis environ 48 heures. Autre grand point de l'actualité depuis quelques jours, la déportation massive. Haïti et la République dominicaine se sont à nouveau affrontés diplomatiquement mardi lors de la session du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question des déportations massives d'Haïtiens en situation migratoire irrégulière. Dans son intervention, l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU, Antonio Rodrigue, a déploré avec fermeté la situation alarmante des déportations massives des Haïtiens en violation des normes internationales, en particulier celles relatives aux droits de l'homme. Pour sa part, Roberto Alvarez, le ministre dominicain des Affaires étrangères, a rappelé devant le flux incessant de migrants en situation irrégulière dans le pays
et les risques potentiels que la violence générée par le crime organisé en Haïti traverse la frontière, le gouvernement a pris la décision d'intensifier les déportations d'Haïtiens en situation irrégulière. Je voudrais profiter de cette assise pour déplorer avec fermeté la situation alarmante des déportations massives de nos compatriotes par la République dominicaine. Si nous reconnaissons le droit inaliénable de tout État de gérer ses frontières et de mettre en œuvre ses politiques migratoires, ces actions doivent être conformes aux principes fondamentaux du droit international, en particulier ceux qui garantissent le respect de la dignité humaine et des droits des migrants. Pour refermer cette page, un salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat a été organisé à l'intention de jeunes étudiants issus d'horizons divers par l'atelier de travaux de recherche économique pour mieux préparer l'avenir et ONU Femmes en Haïti. Cette deuxième édition avait pour objectif de favoriser l'autonomisation économique des jeunes femmes et hommes à travers l'employabilité et la promotion de l'entrepreneuriat. Ce fut également l'occasion pour le responsable de cette initiative d'exprimer sa satisfaction et de souligner la nécessité d'encadrer davantage les jeunes en les orientant vers l'entrepreneuriat. Les propos d'Arthur Martin-Pompé. L'activité ça il y a 4 phases. Première phase, c'est phase de conférence atelier avec des intervenants de niveau national et international. Deuxième phase, c'est phase au niveau de pitch, côté que nous gagnons des entreprises, des micro et petites entreprises qui appellent, qui pourraient sensibiliser le monde, mais surtout montrer qui activité, montrer qui produit au gagné, et au capable de vendre l'entreprise à bien. Maintenant, troisième phase, c'est phase côté que gagner des pré-interviews. Nous avons plus que 6 entreprises avec nous, et 6 entreprises nous avons 23 postes, à savoir nous gagnons 13 emplois et puis nous gagnons 10 stages. Et puis quatrième phase, c'est une phase de restitution, côté que nous avons demandé chaque monde qui sait comprendre l'activité et comment le capable de faire plus de monde involve dans les questions d'autonomisation économique des jeunes hommes et des jeunes femmes, mais tout comment l'État central, comment justement jeunes capables non seulement porter un message à l'autorité et puis l'autorité capable d'impliquer là-dedans. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Près de 2 mois après la soumission du rapport de l'ULCC concernant les 3 conseillers présidents aux autorités judiciaires, où en est l'instruction confiée au juge Benjamin Félismé, vous avez découvert les détails de la procédure dans le cadre de cette enquête judiciaire. Depuis plusieurs jours, les quartiers de la capitale sont la cible des attaques des bandits de la coalition Vivre Ensemble. La PNH déplore cependant un manque de moyens, expliquant l'absence des résultats attendus. Et puis la capitale haïtienne est plongée dans l'obscurité depuis plusieurs jours. En raison d'une panne généralisée, l'électricité d'Haïti a signalé qu'une défaillance technique majeure est survenue cette semaine à la centrale hydroélectrique de Pénigue. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. On se retrouve demain pour la toute dernière édition de ce journal. Bonsoir.